Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 0% foot. Alors cette semaine, vous allez le voir, c'est un numéro spécial 10 km de Balma. Pour cela, nous avons rencontré Sophie Duhart qui a gagné chez les filles, mais également Sébastien Beltran qui est aussi du club de Balma, qui lui a terminé 3e. Et enfin pour conclure, Valentin Boré qui lui fait partie de l'organisation. C'est parti tout de suite. Sophie, un petit mot après cette victoire ici au 10 km de Balma. Contente de ta course ? Contente dans le sens où pour moi c'est quand même l'occasion de me mélanger au routard, comme je dis, la course populaire, le 10 km, montrer aussi qu'on peut se mélanger, nous les pistards. Et c'était l'occasion aussi, moi membre de la tribu, de représenter le club, les Oranges, et aujourd'hui pour eux un événement important, le 10 km de Balma. Oui, justement, c'était ta première participation ici au 10 km de Balma. En ayant les couleurs orange, je suppose que tu as un petit peu la pression. C'était victoire quasi obligatoire pour toi ? Non, c'est vrai que les 10 km c'est pas du tout ma spécialité. Moi maintenant je cours long, donc évidemment c'était pour moi un entraînement, un objectif d'entraînement au lieu d'aller faire un 10 km toute seule sur le canal. C'est toujours plus sympa de le faire parmi cette masse humaine. Voilà. Un petit mot sur les conditions de course. Il y a eu bien évidemment la pluie qui est tombée ce matin. Comment on aborde une course comme ça quand on voit qu'il pleut? Ça peut être un petit peu la même réflexion en piste. Est-ce qu'on met le frein pour pas se casser la figure? Alors là c'est vrai que moi je suis vraiment pas spécialiste du long, mais c'est vrai que les conditions aujourd'hui étaient plus difficiles, on va dire 2 heures avant, c'est-à-dire qu'il pleuvait fort. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui c'était idéal parce qu'il y avait une petite pluie qui rafraîchissait, donc c'était bien agréable. Donc moi à titre personnel je préfère ce climat qu'une grosse chaleur. Et les coureurs étaient, je pense, satisfaits. C'est vrai que ça peut faire un petit peu peur en amont, la grosse pluie. Pour le 3000 steeple, il n'y a pas de question à se poser. Par toutes conditions, il faut partir. De A à Z, ça va trop vite, donc il n'y a pas de gestion par rapport aux conditions climatiques. Un petit mot sur la suite pour toi. L'échéance majeure, l'objectif de la saison, c'est pour moi les championnats d'Europe à Barcelone sur 3000 steeple. Il faut faire les minima, donc pour moi c'est mois de juin, 3 gros meetings, Golden League, Oslo, ensuite Rome et puis la Coupe d'Europe avec l'équipe de France. Dans l'immédiat, c'est demain monter en stage de 20 jours à Font-Romeu où j'espère que le climat sera pas trop défavorable. Maintenant, voilà, c'est vraiment le 3000 steeple. Tout est centré sur ça dans la saison. On t'avait vu, c'est ma dernière question, au tout début de saison, à ton arrivée ici à Balma. Maintenant on a un petit peu de recul sur ces 7 premiers mois à Balma. Quel est un petit peu ton ressenti ? C'est génial, au quotidien, c'est se sentir entouré avec des jeunes dynamiques sympas. Vous voyez, ils sont derrière moi, derrière la caméra. Venez faire GG, on les entend rire. C'est ça, c'est une façon d'être, une tribu, le président, les dirigeants, les bénévoles. C'est vraiment un groupe où c'est uni. Et c'est un club uni, c'est ça qui est super. C'est de pouvoir représenter sa région où on se sent vraiment bien, donc d'autant plus fort dans la tête quand on est seul dans sa chambre d'hôtel avant une grande compétition. Et voilà, ils font des bêtises, voilà, c'est le CA Balma. Venez tous là. Ils osent pas, c'est des gros timides. Alors pour faire des bêtises, là, ils sont doués, mais alors pour venir devant la caméra, allez, venez. Il va couper de tout. Voilà. Le CA Balma, venez. GG, ils sont timides, voilà, c'est ça. Ça peut se résumer à ça. Elle est vraiment très très forte et donc, on l'aime beaucoup. Voilà, c'est ça. Voilà, donc après cette partie consacrée à Sophie Duhart, on passe tout de suite à l'interview de Sébastien Beltran. Première chose, tu termines 3e sur le 10 km homme, une course qui allait très très rapide. Tu peux nous donner un petit peu tes impressions sur cette course, toi ta course, comment ça s'est passé ? Effectivement, aujourd'hui le niveau était très relevé, avec un Kényan aux avant-postes et puis un coureur aussi de l'Aveyron qui est vraiment très fort. Donc la course est partie très très vite sur les bases de 3 au 1000, donc ça fait un peu plus de 20 km/h, un peu moins de 3 au 1000. Et donc jusqu'au 4e kilomètre ça allait, du 4 au 6 j'ai dû lever un peu le pied
parce que le week-end dernier j'avais couru, donc il fallait que je récupère un petit peu. Et après j'ai pu relancer du 6 au 10 de façon à essayer d'assurer un podium. Voilà. Mais vraiment course très rapide aujourd'hui. Justement, en termes de temps aujourd'hui, c'est ce que tu attendais toi sur ton temps ou pas? Ben, j'avouerai que je suis un peu déçu quand même, je pensais descendre sous les 31, mais tous les week-ends faire des courses, donc c'est vrai que c'est difficile d'enchaîner, donc il faut bien qu'à un moment on récupère un petit peu, donc ça reste quand même une déception, mais tout à fait légère et relative, quoi. Un petit mot sur le fait que toi tu es donc du club et c'est le Balma, c'est à Balma qui a organisé cette course à domicile, c'est un avantage, on connaît mieux le parcours ou pas? Eh bien, c'est vraiment une grosse joie de courir à Balma parce qu'effectivement c'est une organisation en club, donc vraiment il y a une grosse émulation et donc effectivement ça pousse à faire mieux et le fait de connaître un peu le parcours, forcément on connaît un petit peu toutes les astuces et donc ça pousse effectivement à se dépasser. Oui. Et justement le parcours, comment tu le qualifierais toi? Alors le parcours c'est un parcours rapide, donc il y a les virages qui aujourd'hui étaient un peu glissants, donc il fallait faire un peu attention, mais sinon c'est vraiment un parcours pour faire une performance, c'est tout à fait approprié effectivement. C'est un petit mot sur la suite de ta saison. Quels sont les prochains gros objectifs pour toi? Eh bien, pour la suite de la saison, c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que j'ai fait un début vraiment très, très complet et j'ai eu les performances que j'attendais dès le début. Donc là, je reconnais qu'à court terme, c'est un peu difficile de me remotiver. Mais avec le club, on a des échéances, notamment sur piste avec les interclubs. Donc je vais essayer de me remotiver et de faire des belles performances sur la piste, notamment au niveau du 5000 mètres. Voilà. Et après Sophie Duhart et Sébastien Beltran, on passe maintenant du côté de l'organisation pour conclure avec un petit mot de Valentin Boré. Ça y est, c'est terminé, c'est le moment un petit peu de décompresser. Première chose, ton sentiment après cette édition, du côté de l'organisation, on est content? Je pense qu'on peut être ravis en fait, au niveau des 120 bénévoles qui étaient encore là aujourd'hui pour se mettre au service des 850 coureurs. Donc je crois qu'aujourd'hui, le CA Balma je pense que peut tirer profit de cette course, donc par rapport à l'enthousiasme mis par notre équipe, mais en termes de résultats sportifs, puisque les deux records de la course ont été battus par des grands noms de l'athlétisme, le Kenyan Kiprotich et Sophie Duhart qui a rejoint le club il y a un an et qui réalise un chrono de niveau national aujourd'hui sur le 10 km. Justement, en termes de vraiment très personnel, la tribu orange s'est plutôt bien comportée. Chez les garçons aussi, des bons résultats? Oui, on avait Sébastien Beltran. Aujourd'hui, il finit 3e à Balma, donc encore un podium. Il avait été champion Midi-Pyrénées l'an dernier, donc en masculin, donc on fait podium. Et ensuite, la suprématie au niveau féminin avec notre exemplaire Sophie Duhart. Donc niveau sportif, je crois que c'est très concluant. Justement, tu nous as parlé un petit peu de ces temps extraordinaires qui ont été battus. Ça vous fait prendre un autre niveau à l'échelon départemental, régional et même français? Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, réaliser 29-39 à Balma sur ce parcours très roulant, donc ça valide le travail des bénévoles, du soutien de nos partenaires. Et c'est vrai que ça nous place aujourd'hui comme le 10 km le plus roulant sur la région Midi-Pyrénées. Et ça nous permet de continuer notre marche en avant. Et c'est vrai que les féminins aussi, avec Sophie et ce résultat, nous place également dans une course conviviale, parce qu'il y a un esprit de respect par rapport aux autres concurrents aussi. C'est pas parce que les Balmanais sont aux avant-postes qu'on ne respecte pas les autres. Donc ça, je crois que c'est aussi important, au-delà du résultat et du classement par rapport aux autres courses. Donc là, avec une épreuve relativement bien réussie, qu'est-ce qui reste encore à améliorer l'année prochaine? Quelles sont maintenant les projections futures? Moi, je crois déjà, on peut dire que les bénévoles ont mis beaucoup d'ouvrages, que ce soit du ravitaillement, au retrait des dossards, sur la sécurité du parcours. Donc c'est une multitude de choses sur lesquelles il faut penser. Donc là-dessus, je crois qu'on peut tirer un grand chapeau à nos bénévoles du CA Balma. Et puis après, je crois qu'on fera le débriefing une fois l'événement passé. Et là, on va en profiter. Et je crois qu'il y aura certainement de multitudes d'éléments à améliorer. La perfection n'existe pas. Mais après, c'est vrai qu'à Balma, on souhaite continuer à grandir. Donc on va regarder ce qui n'a pas été et on va tout faire pour continuer à améliorer ces imperfections-là et pour faire grandir cette course-là pour nos partenaires publics, pour nos partenaires privés. C'est vraiment important aussi.
Alors aujourd'hui, pas beaucoup de matchs au niveau amateur. Alors on va dire que ça va aller plus rapidement que les autres fois. Et puis après, on parlera un petit peu de la Pro D2. Donc il y avait quand même de la Fédérale 1 et le trophée Jean Prat. Et Castanet qui affrontait Cahors. Alors comment ça s'est passé pour les joueurs de Castanet? Mais Castanet s'est imposé à Cahors sur le score de 27-17. Ouais. Mais il faut savoir que Castanet ne jouait plus grand chose, puisque pour son dernier match, Castanet ne pouvait pas se qualifier pour les phases finales des playoffs. Et donc, mais tout de même, Castanet termine la saison sur une bonne note, en assurant le maintien et quand même ils ont participé au Jean Prat, même si ça n'a pas réussi pour eux. C'est quand même une bonne note. Ouais. On va enchaîner avec toujours de la Fédérale 1, mais cette fois-ci les playdowns et Tournefeuille en roue libre à Dijon, qui perd assez largement, mais finalement là n'était pas le plus grand intérêt de ce match. Oui, Tournefeuille avait déjà assuré le maintien le week-end précédent, le match précédent, donc c'était il y a 2 semaines. Donc c'est vrai qu'ils se déplaçaient à Dijon, une dizaine d'heures de bus. Pour terminer la saison, c'était assez compliqué pour eux, surtout que Dijon était le premier de poule. Et donc Tournefeuille s'est incliné sur le score de 43-8 assez largement. Mais c'est vrai que l'essentiel n'était pas là. Tournefeuille est en vacances, on va dire, et a bien mérité son maintien au vu de toute leur saison. Et puis, alors là, cocorico général du côté de la vallée du Girou, qui réussit son exploit de l'année. On peut dire ça. La vallée du Girou a fait match nul à domicile contre le deuxième de la poule, en étant dernier. Mais pour la vallée du Girou, il est sûr que ce n'est pas assez. Ils repartiront en Fédéral 2 la saison prochaine avec, on espère, de nouvelles ambitions, puisqu'ils ont passé vraiment une année noire en Fédéral 1 cette saison. Donc il était temps que ça se termine. Ensuite, donc maintenant on va passer à la Pro D2. La Pro D2 qui là aussi a eu son petit lot de surprises. On va commencer notamment par la victoire de Colomiers face à Tarbes 16-14. Un match qui en plus avait toute une symbolique pour Colomiers. On fêtait un anniversaire, je crois. Oui, tout à fait. Pour Colomiers, c'était les 10 ans de la finale en 2000 contre le Stade Français, où Colomiers avait vu une belle finale, mais une défaite face aux Parisiens qui avaient remporté le bouclier de Brennus. Et donc on va dire que c'était la grande époque de Colomiers, et Colomiers voulait fêter dignement ces 10 ans de cette belle époque. Et donc ça s'est bien passé, puisque Colomiers a battu Tarbes 16-14, un peu malmené en première mi-temps il me semble, mais ils ont su revenir pour s'imposer sur le fil. Voilà, donc on suppose que les Sadorni et autres anciens joueurs comme notamment Tabaco ont été contents de voir cette victoire de Colomiers 16-14. Et puis la grande nouvelle, au contraire de certains clubs qui vont descendre de top 14 à Pro D2, et bien ça y est, c'est officiel, Agen monte en top 14 après sa victoire face au Loup ce week-end. Un petit mot sur cette remontée d'Agen. Mais Agen était en Pro D2 depuis 3 ans, avait été relégué, ça avait été un peu la surprise. Agen et Narbonne, 2 clubs historiques, étaient descendus la même saison en Pro D2. Mais au contraire de Narbonne, finalement, Agen a su construire sur la longueur. L'an dernier, ils n'ont pas réussi à remonter, c'était une surprise, tout le monde pensait qu'Agen remonterait. Et puis finalement c'est Albi qui est remonté à la place, donc après sa défaite en demi-finale contre Oyonnax. Mais Agen a su garder ses joueurs et reconstruire dans la durée pour cette année finalement finir premier de Pro D2, être champion de France donc de Pro D2, puisque c'est quand même un titre honorifique, mais un titre tout de même. Et Agen donc retrouve le top 14 avec on va dire un budget qui sera le plus petit budget de top 14, mais qui sera tout de même peut-être suffisant pour faire quelque chose la saison prochaine. Un petit mot sur les principales armes d'Agen cette saison. Qu'est-ce qui a fait la force d'Agen? C'est quoi? C'est des joueurs expérimentés, on passe à 2-3 noms. Quelles sont un petit peu les grosses armes d'Agen?
Alors les saisons précédentes et en ce début de saison, on parlait beaucoup des 3 quarts d'Agen avec notamment Roupeni Sossoni Boussa, etc. Mais Agen cette saison, ce qui a fait leur force, c'est qu'ils ont su finalement recentrer le jeu sur des valeurs sûres sur la conquête et ils ont su gagner des matchs difficilement. On n'a pas parlé finalement d'un Agen spectaculaire cette saison parce que ils savaient ce qu'il fallait pour gagner. La saison dernière, ils avaient fait beaucoup de spectacles et ils n'ont pas réussi à monter en top 14. Cette saison, ils ont resserré les choses pour vraiment un seul but, monter en top 14 et ça leur a plutôt réussi.